Jean Cadoret revint dans sa chambre accablé. Quoique la fenêtre fût grande ouverte, la flamme blanche de la bougie brûlait toute droite. Les étoiles brillaient, cruelles. Un silence tiède immobilisait l'Épinède. Il ferma les volets sur cette nuit hostile, revint s'asseoir sur son lit et frictionna longuement ses chevilles enflées. Que faire? Il résolut de ne conserver qu'une dizaine de plantes et un rang de maïs pour les semences de l'année prochaine. Peut-être, avec les rongeurs qui lui restaient, pourrait-il payer ses dettes, ou tout au moins une partie. En tout cas, il se sentait vaincu et ridicule. Il valait peut-être mieux retourner en ville et s'installer derrière un guichet. Non, jamais. Jamais il n'avouerait sa défaite devant Hugolin, devant sa femme, devant sa fille. Il s'agenouilla contre son lit, avec cette pitié soudaine et si peu désintéressée qu'il ne s'adresse au ciel que pour lui demander de l'aide. Il pria longuement. Les coudes sur la couverture et les mains jointes, il sentait la raideur de sa nuque, le poids ridicule de sa bosse meurtrie, et ses jambes endolories par les poisons de la fatigue. C'était une prière sans parole. Il entendait les chocs sourds de son cœur et le bourdonnement du sang dans ses oreilles. Il glissa lentement dans le sommeil et son rêve pathétique recommença. Il entendit de lointains roulements de tonnerre, le tintement léger des gouttes sur le toit, le gazouillis de l'eau dans la gouttière, mais il savait bien que c'était un rêve, comme d'habitude, et il refusa de s'éveiller. Le tonnerre grondait plus proche, puis il vit la petite Manon qui fuyait sous la lourde pluie, poursuivie par des traits de feu de la foudre, et qui l'appelait à son secours. Il ouvrit les yeux, des éclairs illuminaient sa chambre, et sur le seuil, dans sa longue chemise de nuit blanche, elle tendait ses bras vers lui, et son visage radieux brillait de larmes. « Papa, écoute !» L'orage torrentiel crépitait sur les tuiles, une merveilleuse musique montait par l'escalier de bois, la chanson modulée des voûtes vides de la citerne. Elle sauta dans ses bras et frotta ses larmes sur la joue piquante. Aimé entra, ils allèrent à la fenêtre et penchèrent leur tête sous l'averse. Les éclairs révélaient la Pinède à travers 1000 diamants. Ils les serraient toutes les deux au bruit de la pluie. Aimé tremblait, et la petite fille lançait des cris sauvages dans une rage de victoire et de bonheur. Au lever du jour, sous une antique pèlerine à capuchon, Jean Cadoret, les pieds nus, sous la pluie battante, se promenait dans ses plantations. Dans cette pèlerine, il n'était pas seul. Entre deux boutons sortait une grosse boule de cheveux dorés au-dessus du visage de sa fille. Déjà les plantes redressaient leurs feuilles, qui se dépliaient à vue d'œil. Celle-là même qu'il avait abandonnée depuis une semaine paraissait reprendre courage. Et voilà, dit-il, c'est au moment où tout paraissait perdu que tout est sauvé. La citerne a débordé, la plantation prend un nouveau départ, les collines reverdissent. Dans quelques jours, nous aurons de l'herbe, à ne savoir qu'en faire. Et grâce à la pente des terriers, nos lapins n'ont pas souffert. D'autre part, nous sommes au premier jour du mois d'août, sans compter des 7 jours de pluie dont le ciel n'a pas honoré les échéances, et que je passerai par créance irrécouvrable, les statistiques nous promettent au moins 4 jours de pluie, qui nous suffiront amplement pour atteindre l'automne. Mais ne nous embornons pas dans une confiance aveugle, et prenons nos dispositions pour faire face à 24 jours de sécheresse, c'est-à-dire jusqu'au retour de Giuseppe et de ses compagnons qui seront ici le 26 août. Au travail. Ils repartirent donc pour le plantier, mais sans inquiétude et sans hâte. Ces corvées d'eau n'étaient plus qu'une précaution, très probablement inutile. Grâce à l'orage qui avait profondément pénétré le sol, grâce à la provision de la citerne, les courges vertes rayées de blanc s'arrondissaient à l'ombre de leurs feuilles. Les épis du maïs s'enflaient gaillardement, et l'herbe rafraîchie des collines suffisait à la nourriture des lapins. Cependant, le flamboyant soleil du mois d'août montait chaque matin dans un ciel vide et aspirait la très légère brume qui flottait au-dessus des herbes et des plantes. Vers midi, tout était sec, et le sol friable s'écrasait en poussière sous les pas de M. Jean. Il décida donc de changer de méthode
et de verser chaque matin 2 litres d'eau au pied de chaque plante de cucurbita. Puis, pour ralentir l'évaporation, il est recouvert avec des lambeaux de toile de jute, un vieux tapis de table, des draps de lit, des couvertures, des journaux, des portes de la remise posées sur 4 pierres, de larges ramures d'yeux ou de pin. Lorsque le papa, qui surveillait les opérations, vit pour la première fois cet étalage, il en pleura de rire. Il avait tort, car tant qu'il y eut de l'eau dans la citerne, les plantes ainsi protégées continuèrent à prospérer. Au 10e jour, le bossu inquiet recommença à faire des problèmes de certificat d'études. Étant donné qu'une citerne contient 6 mètres cubes d'eau et que son propriétaire est forcé d'en dépenser 2 mètres cubes tous les 2 jours, que, d'autre part, il peut en transporter chaque jour, etc., etc. Il en conclut que pour tenir jusqu'au 26 août, il faudrait utiliser Baptistine, Aimé et Manon et faire 7 voyages par jour, c'est-à-dire 12 heures de marche. Puis, comme il était impossible d'imposer à ces femmes un programme qui eût effrayé un chasseur alpin, il se persuada qu'il était absurde d'envisager une aussi longue sécheresse et changea les données du problème pour en améliorer la solution. Il décida donc que la pluie viendrait à son aide le 20 août. Jusque-là, les femmes ne l'accompagneraient que 2 fois par jour. Elles auraient le temps de s'occuper du ménage, de l'arrosage et des lapins. Et si le ciel lui refusait la pluie, il pourrait attendre jusqu'à l'arrivée des bûcherons. Il reprit donc ses marches forcées. La citerne baissait tous les jours, mais Giuseppe allait venir et la plantation serait sauvée. Un matin, comme il arrivait au plantier avec les bidons vides, et Manon chevauchant la naisse en jouant de l'harmonica, il trouva l'arrêt du destin dans la grotte de Baptistine. Elle était assise sur son lit, blême, hagarde, muette. Devant elle, il y avait un homme, un bûcheron sans doute, qui lui essuyait le front avec un linge mouillé et qui parlait doucement en piémontais. Dans un coin, un autre homme, un géant, à la barbe surte, immobile comme une statue, sa casquette à la main. Ils étaient tous les 3 sur la porte, et Jean Cadoret ne comprenait pas ce que disait ce piémontais, lorsque la fillette s'élança vers Baptistine et la serra dans ses bras en gémissant. Le géant sortit alors, fit signe au bossu de le suivre, et s'expliqua difficilement. Il était mort, le grand Giuseppe, le beau bousquetier des collines. Jean Cadoret réussit à comprendre que là-bas, dans une forêt du Var, une branche d'un tendre pourri l'avait frappé à la tête en tombant. Pendant qu'on le portait à l'hôpital, Giuseppe avait compris qu'il allait mourir. Il avait pu lui dire d'aller prévenir sa femme, et puis de la recommander à son ami, il Monsieur Gobbo. Et comme Jean Cadoret ne comprenait pas, et demandait qui était ce monsieur Gobbo, le bûcheron rentra son cou dans ses épaules remontées et le désigna du doigt. Manon resta toute la journée auprès de Baptistine, pendant que les bûcherons aidaient son père pour le premier voyage. Le géant, qui s'appelait Giacomo, porta un tonneau de 50 litres. Le second, Enzo, fut désolé de n'avoir à sa disposition que 2 grosses dames Jeanne. Jean Cadoret fit 4 voyages. Au dernier, il voulut amener la piémontaise au romarin, mais elle refusa par des signes de tête. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Manon, épuisé, s'endormit sur une paillasse. Il n'entendit même pas la voix de sa vieille amie. Lorsqu'à midi, elle se mit à chanter une étrange mélopée piémontaise, qu'elle improvisait peut-être, et qui parlait de l'amour et de la mort. Le lendemain matin, elle parut s'éveiller d'une transe et se prépara une tasse de café en disant qu'elle allait le chercher, parce qu'il fallait enterrer Giuseppe dans le coin de la grotte, pas trop loin de la cheminée pour qu'il n'ait pas froid, et contre le rocher pour qu'on ne lui marche pas dessus. Dieu préserve. Puis elle prit dans la crevasse 2 poignées de pièces d'or, parce qu'il fallait payer le chemin de fer pour aller à Lemuy, et puis une bonne charrette pour apporter Giuseppe. Mais les bûcherons qui avaient dormi dans la bergerie déclarèrent que l'entrepreneur avait fait tout comme il faut, et que le pauvre Giuseppe arriverait le lendemain à l'église des Bastides, dans une belle voiture noire qui marchait avec le moteur. Elle voulut partir tout de suite pour le dernier rendez-vous. Elle passa la nuit assise
sur les marches de l'église entre ses deux compagnons. Le lendemain matin, M. Jean, après 2 voyages à la source, alla avec sa famille assister aux funérailles de son ami. Sans mot dire, il salua froidement Philoxène, Pamphile, Anglade et Casimir, qui représentaient la population du village. Le vieux curé célébra la messe, loua la vaillance et le courage du défunt, qu'il n'avait jamais vu, et lui donna l'absoute en toute simplicité. Après la courte cérémonie au cimetière, les Italiens embrassèrent longuement la veuve et partirent pour les plateaux désembrés où une autre couple les attendait, tandis que la famille qu'adorait emmenait Baptistine et les Romarins. Après une journée épuisante, il arrosa les plus belles courges et les plus beaux rangs de maïs jusqu'à la fin de l'eau de la citerne. « Nous sommes parés pour 2 jours, dit-il. Si nous réussissons à faire 7 voyages par jour, nous aurons encore 2 jours de répit, puisque nous aurons transporté 1400 litres d'eau, ce qui est maintenant à peu près suffisant pour un arrosage. Rugolin m'a dit ce matin que la saison des orages commence aujourd'hui ou demain. Pour aujourd'hui, il s'est trompé, car les étoiles brillent plus cruellement que jamais. J'ai confiance en son pronostic. Et puis, quelque chose me dit que la pluie n'est pas loin. Allons nous coucher et préparons nos forces pour une bataille qui sera sans doute décisive. » Vers 5 heures du matin, il fut à demi réveillé par le passage d'une charrette lourdement chargée qui lui semblait rouler sur le chemin du vallon et qui fit trembler les vitres. Qu'est-ce que ça peut être? Le bousquetier? Il se frotta les yeux, s'assit sur son lit et prêta l'oreille. Le tonnerre roulait sur la Sainte-Baume, en grondement lointain mais puissant. Il se leva d'un bond et courut ouvrir la fenêtre. Au bout du vallon, un éclair illumina brusquement l'aube muette. Il revêtit en hâte son pantalon et ses espadrilles, tandis que ses femmes nouaient des écharpes sur leur tête et passaient des blouses sur la chemise de nuit. Pendant qu'il descendait l'escalier, les roulements se rapprochèrent. « C'était fatal, disait-il d'une voix qui tremblait de joie. Ce n'est pas un cadeau que ne fait le ciel. Huguelin me l'avait annoncé, c'est le temps normal de la saison. » Ils sortirent. L'aube était encore claire au-dessus de leur tête, mais une immense falaise noire montait du nord, illuminée d'éclairs rapides et tremblants. « Un bel orage, dit-il. Il ne durera peut-être pas longtemps, mais elle va remplir la citerne en 20 minutes. » Ils montèrent à flanc de coteau pour mieux voir l'arrivée des nuages sauveurs. Manon tenait la main de son père et riait. À droite, le soleil rouge de l'aurore émergea des pinèdes, à peine voilé par des écharpes de brunes qui précédaient l'orage. La barre noire avançait toujours, maintenant déchirée par la foudre, qui lançait vers le sol, la racine en l'air, des arbres morts éblouissants. Il riait, il applaudissait comme un enfant. L'odeur exaltante de l'orage, qui descendait du ciel, semblait monter du sol et les entourait d'un invisible nuage. Un vent se leva, coulant comme un fleuve sur la garenne violette. Il porta brusquement la main à son front. « Ça y est, dit-il, la première goutte. » Manon présenta la paume de sa petite main. « Moi aussi, moi aussi !» Elle lécha la large goutte de pluie. Sur leur droite, l'orage poussa soudain une corne violette à la rencontre du soleil jaunissant. Sur la tête rouge et sur Galaban, les coups de foudre se suivaient, et au tambour de pierre des échos répondaient sèchement comme ébranlés par des coups de mine. Une rafale chargée de pluie horizontale fit frémir la pinède. Aimée eut peur. « Je crois, dit-elle, que nous ferions bien de rentrer. »« Oh non, dit-il, je vais recevoir en pleine figure cette eau bénie que la Providence nous accorde enfin. » Il s'agenouilla dans l'herbe et récita une action de grâce. C'est pendant qu'il priait que la mer de nuages atteignit à 500 mètres d'eux le haut récif du Saint-Esprit. S'ouvrit comme une pointe d'une île, et les 2 moitiés de l'orage partirent chacune de son côté, tandis qu'un long triangle blanc demeurait immobile au-dessus de leur tête. Il se leva, la bouche entr'ouverte, et regardait s'accomplir l'incompréhensible trahison. Au-delà des crêtes, de part et d'autre du vallon, la pluie tombait, illuminée par les éclairs, tandis que le vent furieux lui jetait au visage de dérisoires éclaboussures.
Il serra les dents et s'efforça de sourire. Soit, dit-il. Voilà un curieux phénomène qui n'arrange pas nos affaires. Rentrons. Il prit la main de Manon qui pleurait sans bruit et descendit vers la ferme. Mais elle s'arrêta soudain, repoussa la petite fille, sauta sur une roche et leva le visage au ciel. Alors, d'une voix puissante et désespérée, il cria « Je suis bossu. Vous ne savez pas que je suis bossu? Croyez que c'est facile ?» Les femmes en larmes accoururent à ses pieds. Il mit ses mains en porte-voix. Il crie encore à travers le grondement des tonnerres « Il n'y a personne là-haut !» Tandis que les échos prolongeaient le cri de sa révolte, il redescendit vers les femmes terrifiées, posa ses bras sur leurs épaules et revint lentement vers la maison. Aimé prépara une tasse de café qu'il but en caressant les cheveux de sa fille agenouillée. Il dit soudain « Je viens d'être un peu ridicule, mais je ne suis pas découragé. Cet orage annonce d'autres qui n'auront pas son extravagante cruauté, peut-être tout à l'heure, peut-être ce soir, peut-être cette nuit. En attendant, retournons au plantier. » Ils repartirent à travers la cigalière, sous un soleil aveuglant, avec une énergie farouche entretenue par 4 bouteilles de vin. Il put remplir son programme. Mais le soir, à table, personne ne dit mot, et il dut forcer les femmes à prendre quelque nourriture. Résumé du récit. Jean Cadoret, dit Jean de Florette, est mort à la suite de l'explosion de la mine qu'il avait placée pour construire un puits afin d'avoir assez d'eau pour arroser ses plantations. Sa veuve se voit contrainte de vendre au Papet sa maison des Romarins. Le lendemain, le Papet et Huguelin débouchent la source qu'ils avaient complètement obstruée quelques mois plus tôt. Mais la petite Manon, dissimulée derrière les genêts, est témoin de leur agissement. Un cri aigu monta de l'autre côté des genêts, un cri désespéré, strident et monotone, que les échos renvoyaient à travers les pinèdes et qui les entoura soudain. Huguelin resta figé. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. « C'est un lièvre que la buse vient d'emporter. » Ils levèrent la tête. Le ciel gris était vide. Huguelin monta sur la petite barre. Le silence était revenu, il ne vit rien. Il haussa les épaules et redescendit près du ruisseau. Alors tous deux regardèrent longuement la course légère de l'eau frémissante. Ils échangèrent des clins d'yeux et des radieux sourires. C'est Baptistine qui retrouva Manon, 3 heures plus tard. Au fond d'un ravin, elle était cachée sous les cadres, toute ramassée sur elle-même, blême, muette, les dents serrées. La Pimentel s'accroupit près d'elle et lui dit doucement des paroles rugueuses en la caressant comme une bête malade. Puis elle lui parla de sa mère et Manon la suivit docilement. En arrivant sur la crête, elle vit en bas, à travers la pinède, le fil d'argent du ruisseau. Alors la fillette cacha ses yeux sous ses 2 mains et tomba à genoux en sanglotant. Baptistine la prit dans ses bras, murmurant des prières, et l'emporta vers la maison. Les joyeux complices étaient partis déjeuner au village, dans la grande maison Soubeyran. La joie d'Huguelin était si grande et si profonde qu'il en bégayait comme un jumeau. Délivré de toute inquiétude, il dévora la daube, longuement mitonné, car la muette s'était levée 2 fois la nuit pour la surveiller, tandis que le Papet souriait de plaisir, en mâchonnant de petits cubes de lard onctueux, que sa langue astucieuse ramenait habilement sous les dents qui lui restaient. Ils burent beaucoup, puis après le café et le marc brûlé, Huguelin voulut absolument préparer la lettre pour Attilio. Un chant de triomphe qui exigea plus d'1 heure de réflexion et de discussion. Enfin, le timbre collé et la lettre mise à la boîte, ils remontèrent au Romarin. En passant devant Massacan, Huguelin courut derrière le mas et arracha 2 plants d'œillet avec la motte. Il en emporta une dans chaque main et les fleurs se balançaient au soleil. Le Papet regarda longuement la maison volée entrebâillée et dit « J'ai dit qu'elles doivent dormir, ou alors il n'y a personne. » « Tant mieux, dit Huguelin.
au travail, regarde la source. Elle coule encore plus fort que le matin. Il creusa 2 trous et il longea des plantes, puis avec un gobelet de fer blanc, il les arrosa largement. Cependant, le papa était descendu jusqu'à la ferme et frappa à la porte. Nulle réponse. Il appliqua son visage contre la vitre et ne vit personne. Alors il alla jeter un coup d'œil à la remise et remonta vers son neveu. « Elles tauvetaient dans la colline, dit-il. Elles ont emmené l'ânesse et les chèvres. » Mais Hugolin ne l'écoutait pas. Il regardait au loin et dit « Vé, qu'est-ce qui s'amène ?» Il montrait au papet un groupe qui descendait un sentier des collines et qui semblait venir vers eux. « Il y a 2 mulets, dit le papet, 2 hommes et une femme. Je crois que c'est Baptistine. » C'était elle en effet, avec Enzo et Giacomo. Sur le bas des mulets, il y avait 2 traîneaux de bûcherons. Ils attachèrent les bêtes aux oliviers pendant que Baptistine, qui avait la clé, ouvrait la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le papet. Elle expliqua. La petite ne voulait plus revenir ici. Ça lui embrouille les nerfs et ça finira par lui faire sauter la tête. Alors la dame avait décidé d'aller là-bas, s'établir dans la grotte du Plantier. Comme ça, elle habiterait chez elle. Alors les amis de Zoep sont venus aider pour le déménagement. On a fait 2 voyages, 2. Puis demain, moi j'attrape les lapins pour porter au marché. Et puis je viendrai de temps en temps cueillir les courges de Monsieur Jean. Peut dire le pauvre qu'il avait raison, que jamais de sa vie il n'a fait une bêtise, à part celle de mourir. Mais maintenant, il est avec le bon Dieu et de là-haut il nous regarde. Il parle avec Giuseppe. Et le Plantier, c'est mieux pour la petite, pour la dame. Pauvrette, que la Madone la bénisse. Et c'est mieux pour les chèvres, et c'est mieux pour l'ânesse, c'est mieux pour tout le monde. Et cette source, c'est la Madone qui l'a envoyée pour Monsieur Jean. Elle s'est trompée de 4 jours trop tard, parce qu'il y a trop de gens qui lui font des prières, et souvent pour des bêtises. Mais que voulez-vous, ça l'embrouille. Tout le monde peut se tromper. Enfin, ce qui est fait est fait. C'est le dernier voyage, il faut que je te rende la clé, parce qu'elle est à toi. Elle est sortie d'un trou de sa jupe, puis gravement, lentement, elle lui tendit la clé des seigneurs, comme si c'était celle d'une ville, recula de 3 pas et salua profondément. Pendant ces explications, les bûcherons chargeaient les derniers meubles sur les traîneaux, le bahut, la commode, et entre les pieds de table dressés vers le ciel, des caisses et des ballots de livres. Sur le bas des mulets, il y avait des paillasses, des matelas, 2 chalits, 2 tables de nuit. Et pour éviter un 3e voyage, les hommes portaient des caisses sur leur tête protégées par des oreillers. Baptistine avait enfilé une cordelette dans la queue de 7 ou 8 casseroles et s'était faite une ceinture de cet étrange chapelet. Sur son bras gauche, elle serrait le mécanisme de la pendule et sur son épaule droite, sa main assurait l'équilibre de la longue boîte de bois léger. Enfin, accroché à son cou par un large ruban, le balancier doré pendait dans son dos jusque sur ses fesses plates et battait la seconde à chaque pas. Ils s'éloignèrent dans le grand bruit de ferraille des traîneaux et les rétiques angélus des tintinnantes casseroles. Jamais musique n'avait paru aussi agréable au papet. La clé en main, il suivit longuement des yeux le départ libérateur, puis remonta vers Hugolin pour lui remettre le symbole de sa puissance. Il le vit agenouillé au bord du ruisselet. Il avait ceint ses frisettes rousses d'une couronne d'œillets blancs et dressait vers le ciel son gobelet plein d'eau. Le papet crut qu'il rendait grâce et qu'il allait boire, mais il versa l'eau sur sa tête et dit solennellement « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise le roi des œillets. »